Bonjour et bienvenue dans l'émission Un talent, un métier. Aujourd'hui, nous allons découvrir un écrivain congolais qui a débuté sa carrière en 1986. Il a édité son premier roman en 2004. Aujourd'hui, il a 3 romans sur le marché. Ses ouvrages nous emmènent dans un monde imaginaire, plein d'émotions et d'afflictions. Sans plus tarder, je vous propose de le découvrir dans ce portrait, puis retrouvons-nous juste après. Henri Gélas Armand Bouketi est né le 23 novembre 1972 à Pointe-Noire, ville dans laquelle il fait toutes ses études primaires avant de s'envoler à Brazzaville. Il n'a que 13 ans lorsqu'il découvre l'univers de livres. Juste un an auparavant, il tombe sur un papier d'emballage que sa mère utilisait pour la vente des beignets. C'est le déclic. C'est ainsi qu'il passe son quotidien autour des livres, des classiques aux modernes. Une fois le brevet d'études moyennes générales obtenu à la Fraternité, il s'oriente tout naturellement en série littéraire au lycée de la Libération actuelle, Pierre Savorgnan de Brazza. En 1993, il passe son baccalauréat et joint la faculté des lettres en sciences humaines où il est diplômé en langue et littérature française, avant de regagner en catastrophe sa ville natale à cause des tribulations sociopolitiques observées entre 1993 et 1997. Il s'y découvre une vocation de self-made man en roulant sa bosse dans les métiers artistiques et du bâtiment avant d'être embauché dans la filiale d'une banque internationale en 2002. Il a publié Dans les bras du destin, roman édité en 2004, L'ivresse, l'ivresque, recueil de poèmes édité en 2018, Du chaos, du corona à l'éclosion d'un nouveau monde. Anthologie éditée en 2020, Les coulisses du confinement, recueil de poèmes édité Kemet 2021. Conciliation au royaume des 10 provinces théâtres inédites est joué dans plusieurs festivals dans le monde de la culture à Pointe-Noire. Il est reconnu comme poète, peintre, dramaturge, comédien, acteur, maître de cérémonie, mécène et producteur culturel, cofondateur de l'orchestre KG Mosaïque, initiateur de la danse à Calais-Bord. Vous venez là de suivre le portrait de M. Bouketi. Passons à notre rubrique Entretien. Bonjour M. Bouketi. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors vous êtes écrivain depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup d'années que vous êtes dans ce domaine. Alors dites-nous à quel moment et combien de temps consacrez-vous à l'écriture? Merci pour la question, vous avez su le dire. En fait, j'écris depuis je ne sais plus combien d'années, sinon que je me plais toujours à dire que je suis comme Obélix qui était tombé dans la potion magique. Ça veut dire que moi, j'écris depuis que je sais lire et écrire. Mais cette passion a fait surface et elle a commencé à se peaufiner à partir de 1986. Et donc, c'est le déclic. Et donc, je suis devenu écrivain à part entière en 2004. Et donc, vous voyez, ce laps de temps a permis que je puisse polir, façonner mon écriture, chercher mon chemin. Et c'est après que j'ai commencé à travailler professionnellement que je me suis lancé corps et âme à cette passion qui est l'écriture. Et donc, pour dire que combien de temps je consacre, je ne peux le dire parce que je suis comme l'oiseau. Vous allez demander à un oiseau pourquoi il vole. Et vous allez demander à un oiseau qui vous parle, qui vous donne ses miles. Mais il saura le dire. Mais au moins, on sait que c'est en lui. C'est comme un poisson qui nage. Vous n'allez pas lui demander combien de kilomètres il fait de nage, sinon qu'il est dans son élément naturel. Et comme moi, tout à fait, avec la littérature, l'écriture, je me sens dans mon élément naturel, ce qui fait que je ne puisse pas donner ou quantifier le temps que j'y passe,
Mais n'empêche que je suis là au quotidien, presque tous les jours, même après avoir fait autre chose. Avant de dormir, c'est comme une prière, c'est un sacerdoce pour moi. Donc c'est comme une drogue pour vous. Effectivement, c'est une addiction, mais la meilleure qui puisse exister. Puisque vous avez d'autres fonctions, vous occupez d'autres fonctions en dehors de l'écriture, alors comment est-ce que vous faites pour gérer et votre boulot et l'écriture? Effectivement, la gestion du temps est capitale dans ce qu'on fait. Et que moi, très tôt, j'ai su gérer les priorités. Et c'est dans la gestion des priorités qu'on parvient à savoir comment gérer son temps. Parce qu'il faut enlever ce qui tue le temps. Et donc, savoir que de telle heure à telle heure, je me consacre à ce qui m'est vital. Et de telle heure à telle heure, je me consacre à ce qui m'est essentiel. Dites-nous comment est née cette passion. Oui, j'ai dit tout à l'heure à l'introduction que je suis comme Obélix. Vous connaissez Oui. Voilà, donc il y a Obélix et Astérix. Astérix, lui, il prenait un filtre de potions magiques. Mais Obélix, on n'avait pas besoin d'en prendre parce qu'il en avait en lui. Donc c'est comme moi, je me définis comme Obélix. Ça veut dire que je suis tombé dans la potion magique depuis ma naissance. Sinon, peut-être pas ma naissance, mais depuis mon enfance. Parce que j'ai découvert la lecture en lisant, en aidant ma mère à vendre les beignets. Donc j'étais au primaire et en classe de CE2. Donc j'ai vu un journal, un papier journal, et j'ai lu derrière, ça m'a plu. Et à l'époque, on parlait de Nimérie au Soudan, et on parlait un peu de beaucoup de choses et tout ça, et ça m'a plu. Et voilà, donc c'est devenu un déclic. Et donc Et là, c'était à quel âge? j'étais au CE2, j'étais en classe de CE2, et donc j'ai quitté la maison, j'habitais au quartier chic, Tichel, au Grand Marché. Je suis allé au CCF, donc actuel IFC. Je suis allé à pied, c'est non loin de la maison. J'ai marché et ma sandale s'est cassée, s'est coupée vers la station, l'actuelle station qui est là. Donc il y avait des arcades qui étaient là. Donc j'ai pris mes sandales, j'ai mis dans les arcades. Je suis rentré au CCF pieds nus. Alors tout le monde me regardait, mais celui-là vient pieds nus, pourquoi? Oh, j'avais un objectif. Je suis rentré et j'ai pris les Trois Sœurs de Tchekhov. J'ai pris ma chère Olga. Et j'ai pris la rue Cazenègre. Donc ça se passe en 1984. Oui. Et voilà le déclic, et j'ai commencé à écrire comme ça. Et mon premier poème, mon premier écrit comme tel, hein, qui existe jusqu'à aujourd'hui, c'est en 86. Donc c'est pour dire que c'est une vocation qui est née depuis longtemps, et je ne peux pas, comment dire, cantonner cela dans l'espace et le temps. Mais n'empêche que moi, je me dis, depuis que j'ai appris à penser, depuis que j'ai appris à réfléchir, c'est au moment où j'ai commencé à écrire. En 2004, vous avez sorti le roman « Dans les bras du destin ». De quoi parle ce livre? Dans les bras du destin, c'est une histoire romancée d'un jeune qui s'appelait Kamoke Soukali, qui, lors au cours de son adolescence, il se retrouve plongé dans un univers martial qui fait que il ne sache pas où il partait, et donc il est pris par le destin. Donc c'est le destin qui le guide malgré lui-même. Mais voilà, c'est un peu aussi une apologie, pas une apologie, mais c'est une comment dire, une complainte à ce phénomène d'enfants soldats qu'on rencontre sous d'autres cieux, et peut-être chez nous aussi ça existait, des Kadogo. Voilà, donc on en trouve partout. Lorsqu'il y a une guerre, on prend des jeunes qu'on enrôle dans l'armée, et voilà, donc le lendemain on ne sait pas ce qu'ils deviendront et tout ça. C'est l'histoire que je compte dans les bras du destin. C'est l'histoire pathétique, sinistre et tragique de ce jeune qui finira par être abandonné par la société, parce que il va à la fin être emprisonné pour aller être tué. Et donc, il compte son histoire à un autre prisonnier pour dire, voilà, moi, je m'appelle un tel, je suis fils d'un tel PDG, mais c'est le jour où j'ai eu mes 6 ans, bon, voilà, mes 10 ans,
Je sortais de l'école, j'étais premier de la classe, on a organisé une fête à la maison et après à la radio, on a appris qu'il y a une histoire qui se passe dehors et de cette histoire est née une guerre. Une guerre, une insurrection, et voilà, mais une guerre. Et voilà, il est parti, il a ses parents violés devant, sa mère violée devant lui, ses sœurs, et il a fui, il est allé se cacher dans les cimetières, croyant que là-bas il y avait la sécurité. Dans les cimetières, il va se faire, il y a une grenade qui va tomber. Alors lui qui se dit, ben dans les cimetières c'est inviolable normalement, et il va fuir, il va aller dans un hôpital, et là c'est une grenade. Donc vous voyez qu'on viole même ce qui est inviolable. Les ambassades, les cimetières, les hôpitaux. Aujourd'hui l'actualité le dit. Sous d'autres cieux, vous apprenez que à Gaza, il se passe des choses où les hôpitaux sont bombardés. Voilà, donc c'est pour dire que normalement, il y a, selon le pacte de Genève, il y a des choses qu'on peut toucher, des endroits qu'on peut toucher en période martiale. Il y a d'autres qu'on ne peut pas le faire. Donc c'est comme ce jeune-là qui s'est retrouvé dans ce vent-là, bercé par ce destin qui l'emmenait à volo. Et voilà comment est née cette histoire. Mais dans cette histoire, il n'y a pas que de l'imaginaire, mais il y a aussi des bribes de la réalité. Parce que nous tous, on a fui la guerre. J'ai vécu à Brazzaville. J'ai été témoin de cette guerre et j'ai failli passer ma vie parce que nous sommes sortis de chez nous 2 mois après la guerre. Donc on était bloqués entre 2 fronts. J'ai vu à l'immeuble italien, donc au boulevard des Armées à l'époque, qui est devenu aujourd'hui le boulevard Alfred Raoul. Et donc vous voyez, on était là au milieu, on a vu beaucoup de choses. Et en fouillant pour arriver jusqu'à Pointe-Noire, imaginez ce que j'ai dû voir. Et donc ces bribes-là sont aussi dans ce livre. C'est pour dire quoi? Tout jeune que j'étais avant, devenu adulte aujourd'hui, parent aujourd'hui, j'ai attiré l'attention des grandes personnes pour dire que la paix, c'est une meilleure chose. La guerre n'est pas une bonne chose. Et lorsque les parents vont chercher leur guéguerre, ça ne sert pas d'inclure les jeunes. Lorsqu'on lit l'histoire du petit Kamouké, l'horreur a deux tout de suite. Vous ne jouez pas du suspense. Vous ne jouez pas le suspense. C'est abominable dès la première page. Pourquoi ce choix? Vous savez, il y a des choses, c'est comme un baratin. Un homme politique, c'est celui qui sait parler à une femme. Un écrivain, c'est celui qui sait parler aussi à une femme. Et celui qui sait parler à une femme, il va tout de suite dire ce qu'il veut de la femme. Mais avec des mots. Vous voyez? C'est une sorte de séduction. L'écrivain est un séducteur. L'écrivain, c'est un séducteur des lecteurs. Pourquoi? Parce que on veut dire des choses aussi simplement, mais ça ne sert pas de les cacher. Hein, montrer la réalité. Et après, c'est un peu un effet optique. Hein, un effet optique, on dit des choses, on sort le tout, et après on ramène et on fait un feedback. Voilà, si vous avez vu ça, c'est parce qu'il s'est passé ci. Voilà. Vos histoires sont-elles tirées d'en faits? Effectivement, j'ai dit que c'est une histoire romancée. Une histoire romancée, c'est une histoire où il y a la réalité, mais il y a aussi de l'imaginaire. Je l'ai dit tout à l'heure, juste avant, peut-être que j'ai anticipé votre question. C'est pour dire que il y a des faits réels, mais il y a des faits imaginaires aussi. Mais de toutes les façons, toute ressemblance avec toute personne n'est qu'une coïncidence. Qu'est-ce qui vous a harponné dans ce fait? Qu'est-ce qui m'a? Qu'est-ce qui vous a harponné dans ce fait? Dans quel fait? Dans le fait de l'histoire? Dans le fait de l'histoire de Kamouké Sokane. Ben, je suis avant tout quelqu'un de très sensible. Un écrivain, c'est celui qui écrit avec les larmes de son cœur. Et son encre sont les larmes de son cœur. Un écrivain, c'est celui qui tisse avec les fibres de son cœur. Et c'est pourquoi vous remarquerez que j'aime plus un autre genre littéraire qu'on appelle la poésie. Parce que dans la poésie, je n'ai pas comment dirais-je, je n'ai pas de frontières. Et donc, moi, c'est dans les bras du destin, je plus été marqué par l'histoire de ce jeune, qui pourrait être une personne qui a existé, mais certains faits imaginaires. Mais non,
c'est quoi? Je me dis une chose, c'est que lorsque j'ai écrit cela, je vous assure que si je vous donne le temps que j'ai passé à l'écrire, et j'ai passé des nuits, ça m'a passé presque 2 semaines. Presque 2 semaines. Tout le roman en 2 semaines. En 2 semaines. Donc c'est comme si j'étais pas moi en fait. Et jusqu'alors, il y a des moments où je me dis, mais est-ce que j'étais moi quand j'écrivais? C'est comme si j'étais un peu possédé. Et c'est ce qu'on appelle de l'écriture automatique. C'est ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Et d'autres choses qui pourraient venir autour, je laisse au lecteur le soin de découvrir et de savoir dans quel état j'ai écrit et dans quel voilà, dans quel univers j'étais en fait. En 2017, vous avez écrit le livre L'ivresse, ivresque, qui est le recueil qui aide l'homme à réaliser que toute sa vie n'est qu'une orgie d'illusions. Que dites-vous par là? En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'écrivain, celui qui écrit avec les fibres, qui tisse avec les fibres de son âme, de son cœur, celui qui écrit avec l'encre issue des larmes de son cœur. Et donc, j'écris dans plusieurs genres littéraires. J'écris des romans, j'écris des essais, j'écris des nouvelles, j'écris en fait, des pamphlets. Je fais beaucoup de trucs. J'écris des pièces de théâtre qui sont même jouées dans plusieurs festivals. Mais j'ai une préférence pour la poésie parce que la poésie n'a pas de frontières. La poésie n'a pas de frontières. Ça me laisse la libre latitude de faire ce que je veux et de monter en altitude. Et donc, la question que vous avez posée, c'est, je vous répondrai que si vous avez lu Les Fleurs du Mal, vous comprendrez que la vie n'est qu'une orgie de fausses espérances. Pourquoi? Parce que on croit avoir ce qu'on va avoir, mais on est sur ce qu'on appelle un supplice de Tantale. C'est-à-dire que vous voulez atteindre un objectif, et quand vous y allez, l'objectif s'éloigne de plus en plus. Et vous ne l'atteindrez jamais. Et au cours de ce parcours, l'homme est voué à plusieurs choses. Et c'est ce qu'on appelle des questionnements. Et les questionnements par rapport à ce qu'il croise, ses fourvoiements, ce qu'il vit, ce qui comment dire, bloque un peu son esprit, qui veut bloquer son esprit, ce qui fait pleurer son cœur. Alors, il se réalise, il dit, comme disait l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Et donc, ici, c'est pour dire que la vie n'est qu'une orgie de fausses espérances. Dans ce sens où, vous voyez, le livre s'intitule L'ivresse, l'ivresque. Et là, nous avons l'ivresse en tant qu'état second. Et nous avons l'ivresque qui vient du livre. Alors, vous vous imaginez qu'en lisant un livre, vous allez vous saouler. Mais voilà. Mais c'est la connaissance. Je parle du savoir. Le zabou. Zaber, comme disaient les Égyptiens. Le savoir. Et le savoir aussi rend soûl. Et lorsque vous allez être dans un état de connaissance, peut-être pas absolu, parce que ça c'est réservé aux dieux, mais à un état de connaissance où vous allez regarder les autres à travers un piédestal, vous vous rendrez compte que, mais quand je parle orgie, orgies sont des fêtes comme des bacchanales, des fêtes où c'est l'alcool, des jouissances, des réjouissances. Et donc, la vie, on la vit comme ça, et après on se rend compte, mais tiens, qu'est-ce que la vie? C'est ça, une orgie de fausses espérances. Vous êtes là, toute belle, mais il arrivera un moment où vous allez vous mirer, à un âge donné, vous allez vous mirer, vous allez dire, mais tiens, je suis plus ce que j'étais. Voilà, donc c'est ça en fait. C'est pour dire que l'ivresse, l'ivresque, à la manière de quelqu'un qui est soûl, qui raconte des vérités, on va dire, tiens, chez nous on dit d'ailleurs, quand quelqu'un t'insulte, lorsqu'il est soûl, c'est qu'il l'a prémédité. Oui. Voilà. Et c'est un peu la même chose. Et donc, c'est comme quelqu'un qui a bu
qui est en train de vous parler. C'est cela l'ivresse livresque. C'est l'ensemble de plusieurs connaissances, le savoir dans tout un parcours. Et voilà, un fourre-tout. Et c'est ce que j'ai appelé un fourre-tout poétique. Une sorte de bouillabaisse. C'est comme une sauce épicée. Et dès que vous mettez dans la bouche, vous sentez qu'il y a des épices, vous appelez ça comment, vous avez le thym, vous avez la feuille laurier, vous avez en fait, beaucoup d'épices qui existent. Hein. Donc, et c'est quand vous mettez dans la bouche. Parce que quand on concocte la soupe ou la sauce, vous ne ressentez pas. Mais vous sentez vous sentez vous avez les senteurs, les fumées. Mais c'est quand vous mettez dans la bouche que vous divisez maintenant les saveurs. Donc c'est cela en fait. C'est ce qui se retrouve dans l'ivresse livresque. En 2020, l'humanité a été frappée de la pandémie à coronavirus. Et vous, étant écrivain, vous n'êtes pas resté en marge. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Les coulisses du confinement ». Voilà. Alors, dites-nous, quel regard portez-vous sur cette pandémie? Ok. Mon regard, si je dois le porter maintenant, c'est un regard qui sera assez risible. Parce que je me dis, tout ça pour ça, en nous mettant à l'étape actuelle des choses. Mais lorsque nous étions dans la fièvre de cette épidémie, en tout cas, au départ, on a cru que c'était une blague de mauvais goût. Et le regard que je porte, c'est que je félicite le peuple congolais pour la résilience, parce qu'on a subi des choses, nous étions comme des moutons de panurge, gérés par les task force qui disaient aujourd'hui on fait ceci, demain on fait cela, et sans qu'on se rende compte, et sans qu'il y ait peut-être une approche quelque peu épistémiologique et scientifique pour moi, parce que tel que nous avions vu passer les choses, c'était qu'on prête l'oreille vers l'Occident, on entend ce qui se passe à l'Occident, et nous on fait le mimétisme. Mais n'empêche que c'était une période très dure pour tout le monde. Ça nous a permis, j'ai pas de résilience tout à l'heure, mais ça nous a permis aussi de savoir changer notre modèle de vie, notre genre de vie. Ça nous a permis d'avoir un autre comportement face à la vie, face à autrui. Et vous savez, quand il y a un danger, et que c'est un danger collectif, l'humain, donc l'homme, développe en lui certaines facultés. Et d'ailleurs, avant d'écrire les coulisses du confinement, pendant que j'écrivais, parce que c'était du jour au jour que j'écrivais, nous avons les écrivains congolais, sous la direction de Léwalé Manda, nous avons écrit une anthologie des écrivains congolais sur le coronavirus, qui est sorti en 2020. Et c'était déjà pour de notre contribution face à cette pandémie mondiale, internationale, et qui a muselé l'homme et qui a fait savoir à l'homme que nous n'étions rien et que nous croyions que nous étions les êtres les plus supra, excusez-moi la tautologie, de l'univers. Mais on s'est rendu compte que quelque chose d'invisible, de nanomant petit, nous a réduits à l'esclavage. On se moquait des chiens qui avaient des muselières. Et nous aussi, nous avons eu nos muselières. C'était des cache-nez. Vous vous rendez compte? Donc, on nous a mis dans nos niches, le confinement. Comme on met le chien dans sa niche. Quand on dit les 18 heures, il faut rentrer chez vous, dans vos maisons. Et c'est ce qui se passait. Donc, finalement, et on a découvert qu'il y avait quelque chose de sensationnel. À travers certaines images, nous nous moquions des handicapés, mais ce sont eux qui nous ont aidés pour le transport. Nous nous moquions des gens, on disait, bon voilà, infirmier, il fait quoi? Mais c'est les vrais héros des infirmiers, les gens de la santé. J'ai vu des militaires porter des treillis militaires, des tenues militaires, mais pour chercher quoi? L'adversaire était invisible.
Et donc c'est dans tout ça, de tout ça que je parle, dans les coulisses du confinement. Et j'ai posé certains questionnements sur l'origine de la pandémie, comment juguler des approches. Et réellement, j'ai eu à prévoir même ce qui se passerait après. J'ai essayé de jouer un peu sur la vague de la série Simpson, les dessins animés. Et certainement aussi, vous avez lu Nostradamus, Michel de Notre-Dame, qui parlait des prophéties. Et peut-être que les coulisses du confinement sont une prophétie ou un ensemble de prophéties concernant cette étape-là. Et Dieu merci, juste après, j'ai écrit, mais qui est en train de paraître bientôt, je crois d'ici décembre, c'est les mots assortis aux mots de sortie, et qui est le complément, sinon l'appendice de les coulisses du confinement. Et là où je donne maintenant ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les rapports sociétaux, comment aujourd'hui on avait l'habitude d'aller en boîte et on fréquentait n'importe quel quartier, mais aujourd'hui on préfère rester tout proche de chez soi parce qu'on a acquis des habitudes. Il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fait plus. On a appris, les gens apprennent à, voilà, les gens apprennent à garder un peu d'argent à la maison, à faire un peu des provisions. On ne sait jamais. Donc il y a dans toute chose, il n'y a pas que le mal, mais il y a aussi la partie l'autre volet, voilà, le côté positif. Voilà. Et comment avez-vous vécu le confinement, le premier confinement? Ben, je ne souhaiterais plus le revivre parce que c'était assez atroce. Et quand je dis atroce, c'est entre guillemets atroce par rapport à la limitation des libertés individuelles. Et quand on parle de liberté individuelle, c'est quelque chose sur quoi je porte beaucoup d'estime. Et lorsque la liberté est bafouée, c'est difficile de respirer. Retranscrivez-vous vos écrits, des anecdotes liées au Covid? Effectivement, j'ai essayé de vous brosser comme ça, de façon épisodique, certains faits. Quand j'ai parlé des handicapés, j'ai parlé des infirmiers, des agents de la santé, mais c'est le visu. C'est parce qu'on a vu ce qui se passait. Donc, ce sont des anecdotes. On a parlé des marchés domaniaux. Oui. Ce sont des anecdotes. On parle du marché domaniaux, les gens croient que c'est le marché des maniocs. Et effectivement, dans ce que j'écrivais, j'ai écrit tout ça. J'ai parlé de tout ça. Donc, ce sont des anecdotes que nous avons transcrites de façon limpide, en s'inspirant des faits, hein, des faits, de ces anecdotes-là. On a écrit. C'est vrai qu'il y a deux volets. Quand on écrit, il y a deux volets. Il y a ce qui sort des faits réels. Et il y a ce qui est toiletté, qui sort de l'imaginaire. Et c'est tout ça qui fait ce recueil-là. Donc, les anecdotes, il y en a plein dans ce recueil par rapport à ce que nous avons vécu pendant la crise et le confinement lié à cette crise. Et donc, rien ne sort du néant. Rien ne sort du néant. Tout ce que nous écrivons, c'est des faits qui sont partis des faits réels, mais en y ajoutant une touche imaginaire qui est propre aux écrivains. Quelles sont les difficultés que vous croisez étant auteur? Comme auteur, les difficultés sont immenses et innombrables. Pour preuve, vous avez vu que j'ai commencé l'écriture de façon effective en 1986. Mais ce n'est que en 2004 que j'ai publié. Cela ne veut pas dire que moi je suis un piètre. Sinon, sans me vanter, dans cette fratrie d'écrivains, on se connaît, ce que nous valons. Je ne suis pas piètre. Mais si je n'ai pas pu publier avant, c'est un problème de moyens. Non pas seulement qu'un problème de moyens, mais il y a aussi
un problème de croyance à la destinée, c'est parce que c'est pas facile qu'on va montrer que nous sommes des êtres un peu différents de tout le monde et qu'on peut s'en sortir. Et s'en sortir parce que il ne faut jamais baisser les bras lorsqu'on est porteur d'un espoir. L'espoir, c'est celui-là de brandir tout haut les lettres de noblesse du Congo en matière de littérature et de culture, mais aussi de transmettre aux générations à venir. Parce que je vous assure qu'aujourd'hui, la langue française est en train de mourir, surtout avec l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les enfants ne lisent plus. Et il y a une génération qui aujourd'hui est en train d'enseigner. Et cette génération aussi a subi ce dictat. Et c'est ce qu'ils sont en train de transmettre aux autres. Alors, nous qui avons encore un peu de jugeote, il est temps pour nous de servir l'État dans ce sens-là et de servir ces jeunes-là pour que nous écrivions le nom du Congo en lettres d'or et que le Congo redevienne ce qu'il était, ce qu'on appelait le quartier latin de l'Afrique, et que des grands noms de la littérature ressurgissent encore au Congo. Qu'on ne s'arrête pas seulement à Jean Malonga, qu'on ne s'arrête pas seulement à Sonia Boutansi, à Tchétchélé, Tivela, Bagui, à Tati Luta. Pourquoi seulement les mêmes noms? On a connu pendant une période Alem Abankou, plutôt Kaya Mankele, Léontine Tibinda, et après une scission. C'est maintenant, aujourd'hui, avec l'essor de Alem Abankou, qu'on voit des gens qui sont en train de surgir. Mais il faut qu'on donne ce goût-là pour que les jeunes qui viendront après se réapproprient ce bien-là. Et vous saurez que écrire, c'est bien. Mais lorsque quelqu'un vous lit, il y a comme une communion qui est là. Et ça soigne l'esprit. Donc voilà, on peut beau se plaindre du fait que de nos jours, on ne peut pas vivre de son art. Mais n'empêche que il ne faut pas baisser les bras. Où est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages? Oui, mes ouvrages, vous pouvez les trouver sur le net. D'abord, le dernier, il est vendu sur Internet au niveau d'Amazon. Donc, vous passez la commande, vous mettez Armand Bouketi, vous allez voir, vous passez votre commande et vous avez le livre. Et les autres, je vendais, je ne vais pas faire la publicité, mais sinon je vendais dans auprès de 2 distributeurs de presse au niveau de Pointe-Noire. Donc, malheureusement, c'était mieux même quand je vendais moi-même sous le manteau. Et donc, c'est pourquoi je privilégie un peu un réseautage d'amis. Et donc, j'ai des exemplaires et je livre auprès des amis qui, à leur tour, livrent, ainsi de suite. Parce que on ne va pas déposer dans une bibliothèque ou voilà, donc une maison de la presse, parce que les gens ne les fréquentent plus souvent. Ou bien quand on fréquente, c'est pour des objets didactiques. On va pour acheter une règle, un crayon, et plus pour aller acheter un livre. Et quand on va acheter un livre, on va acheter un livre qui est au programme à l'école. Vous voyez? Alors, donc on ne veut pas, moi je ne suis pas partisan de ceux qui vont déposer un livre quelque part et que les gens viennent vers le livre. Moi, mon livre va vers les personnes. Donc, je fais passer comme ça, je fais couler de cette manière. Et pour l'or, ça me satisfait mieux. En tout cas, merci de nous avoir accordé votre temps. Et ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Donc, à la prochaine, on attend d'autres ouvrages. Merci, madame. Effectivement, le plaisir est partagé.
je connais monsieur Bouketi Armand, c'est un collègue avec qui j'ai eu la chance de partager un grand nombre de mon temps, tant dans le service qu'à l'extérieur. Et ce que je peux retenir de lui, c'est que c'est quelqu'un de convivial, de très ludique, qui a de nombreuses capacités et un grand nombre de potentiel. Hein. Et sur le plan artistique, j'aime bien l'appeler personnellement le virtuose, parce qu'il est en lui seul un ensemble de savoir-faire, en lui seul un ensemble de capacités, de connaissances qui ne manque pas à s'extérioriser à la moindre occasion. Ces livres, il en a plusieurs, je pense, que dans sa bibliographie. C'est un très bon écrivain qui écrit des choses fabuleuses. Le livre nous ouvre les portes de l'univers. Il nous fait voyager, il nous apporte de la connaissance. Merci à vous qui avez suivi l'émission Un talent, un métier. Alors n'hésitez pas à lire un livre par jour. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à l'équipe technique du jour. Si vous voulez participer à l'émission, n'oubliez pas, contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Puis retrouvons-nous sur nos différentes pages des réseaux sociaux. On se dit à lundi prochain.